Bonjour, d'abord nous présenter. Moi je suis Dirk Stevens, président de Cobesta. Moi, c'est Jos Develot, donc je suis le responsable du secteur acier au sein de Procertus. Procertus qui est l'organisme de certification qui délivre le certificat BENOR. Ce webinaire c'est à l'initiative de Cobesta, c'est la Fédération professionnelle des façonneurs. Procertus, l'organisme de certification indépendant pour la marque Benor, pour l'acier et le béton, et la SBL Benor, l'organisme de certification indépendant pour la marque Benor, pour l'acier et le béton. D'abord une petite introduction. D'abord le béton armé. En fait, le béton armé travaille aussi bien en compression et en traction. La compression est reprise par le béton même et la traction par les aciers à béton. Maintenant, quelle est la garantie que les matériaux peuvent jouer leur rôle? La certification Benor donne en fait cette confiance. Les certifications sont publiées seulement si les contrôles sont positifs. L'avantage des contrôles, c'est que on peut éviter des contrôles par lot coûteux après coup. Donc pour ça, c'est important que la certification Benor est exigée dans le cahier des charges. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant dans ce webinaire? D'abord, on va situer un petit peu le contexte. On va aller plus loin sur le principe, la vérification sur chantier et la conclusion. Le processus de production de l'acier démarre à l'acierie. Donc, en fait, 100% de la production en Europe est basée sur la fonte de ferraille. Donc, dans la figure en haut à droite, on voit la ferraille qui a été chauffée à haute température, donc qui est fondue et puis qui est coulée dans un genre de poutre, en fait, comme on voit à la figure de droite en bas. Cette poutre, par après, passe par toute une série de dégrossisseurs pour en faire un fil. Ce fil, on le voit après sur la figure en bas à gauche. Donc là, on voit un fil qui est déroulé sur un tapis refroidissant. On voit l'exemple d'un fil qui sera par après mis en bobine, mais on peut aussi bien produire des barres d'armature directement avec ce processus. Donc, soit on produit des bobines, soit des barres. Quand on produit des barres, en général, le profilage est aussi déjà présent sur les barres, et donc on a un produit qui peut directement passer par le ferraillage, par la façonnier, pardon. Quand on produit des bobines, en général, il y a encore une opération qui vient après chez le tréfileur. Pour les barres, on a la qualité alors BE500S, donc le code ou la dénomination peut être expliqué qu'ensuite. Donc le BE est en fait la ductilité de l'acier. Donc pour le BE, ça veut dire qu'on a une ductilité ou un allongement de l'acier qui est supérieur à 5%. Le 500 est pour la limite d'élasticité, de 500 Newton par millimètre carré. Et le S est pour la soudabilité de l'acier. Donc pour les bobines, on a souvent encore donc cette étape supplémentaire, et donc le nom du produit viendra plutôt au niveau de la tréfilerie. Donc il y a plusieurs risques liés à ce processus. Donc en première partie, on a les caractéristiques mécaniques. Donc d'une part, la résistance à la rupture qui peut être trop faible, et d'autre part, la ductilité qui peut être trop basse. La ductilité, c'est donc en fait l'allongement de l'acier à sa valeur maximum, donc à sa contrainte maximum. La ductilité, donc cet allongement va toujours baisser en fonction des étapes supplémentaires qui sont dans le processus de fabrication. Donc il convient de démarrer avec une ductilité, donc avec un allongement qui est assez haut finalement, pour que tous les intervenants qui viennent après ont encore assez de marge ou assez de réserves pour toujours pouvoir produire un produit plutôt conforme.
Un autre risque, c'est la soudabilité, donc la teneur en carbone qui peut être trop élevée et donc avec un risque pour la soudabilité de l'acier. Si la teneur en carbone est trop élevée, l'acier peut, après soudure, devenir cassant ou des fissures peuvent apparaître. La prochaine étape après la série, c'est la tréfilerie. Donc on a les bobines qui proviennent de la série qui sont livrées au tréfileur. Et donc à la tréfilerie, on va transformer l'acier qui vient en bobine de nouveau en bobine, mais donc en bobine avec déjà certaines caractéristiques plutôt finales, on va dire. Dans la tréfilerie, on peut partir sur base du fil lisse, mais aussi sur base du fil qui est déjà nervuré. Si on démarre sur base d'un fil qui est déjà nervuré, le fil est encore étiré par après à la tréfilerie pour avoir ses caractéristiques mécaniques définitives. On parle alors de l'acier en qualité BE500 TS. Le T est pour l'étirage à froid qui est effectué à la tréfilerie. Si on part du fil lisse, alors le profilage ou les nervures sont faits au niveau de la tréfilerie. On a deux types d'acier plus ou moins. Donc on a le DE500 BS, donc c'est les aciers à basse ductilité, mais donc avec un allongement de minimum 2,5%, qui est parfaitement utilisable dans une grosse majorité des situations. Et puis on a de l'acier BE500 ES, donc aussi travaillé à froid, mais à haute ductilité, donc aussi avec un allongement minimal de 5%. Les risques lors du tréfilage sont en fait de nouveau les caractéristiques mécaniques. Donc on a la limite d'élasticité qui doit être plus élevée que 500 Newton par mm2 et la résistance à la rupture qui doit être plus élevée que 550 Newton par mm2. Et on revient aussi de nouveau à la ductilité, donc l'allongement qui peut être insuffisant. Un autre paramètre important à contrôler au niveau du tréfilage, c'est l'aptitude en fait à plier et déplier l'acier, ce qui est une caractéristique importante pour plein d'applications pratiques. Par exemple, quand vous avez une structure préfabriquée et qu'il faut redéplier une barre d'acier sur chantier, ou lorsque vous avez par exemple des boîtes d'attente. Donc cette aptitude à plier et déplier l'acier est aussi un paramètre de contrôle important. Finalement, il y a aussi un risque pour l'adhérence en fait, de l'acier au béton suite à un profilage qui serait insuffisant. Donc on part de bobines avec de l'acier lisse, on fait le profilage, donc on fait les nervures dans l'acier. Si ces nervures sont insuffisantes, l'adhérence aussi sera insuffisante. L'étape après le tréfilage, en fait, c'est le façonnage. Donc le façonnier va faire un ensemble d'opérations sur les aciers, aussi bien sur les barres que sur l'acier qui provient de bobines, pour lui donner une forme finale qui sera alors utilisée directement sur chantier. Dans les figures, on voit en haut à gauche quelqu'un qui est en train de souder, donc c'est des opérations qui se font chez les façonniers. Dans la figure en bas à gauche, on voit l'intérieur d'une redresseuse. Donc l'acier passe par un ensemble de galets pour lui donner sa forme définitive, une forme assez droite. Et en haut à droite, on voit de nouveau la même machine en fait, mais là elle est fermée et on voit qu'on peut plier l'acier pour former par exemple des étriers. Dans la figure en dessous à droite, on voit un pliage de l'acier. Donc toutes ces opérations vont présenter un risque pour les caractéristiques mécaniques de l'acier et donc toutes ces opérations doivent aussi être contrôlées.
Donc les risques sont énumérés dans le slide. Donc on a d'une part le redressage et le soudage, donc avec des risques pour la limite d'élasticité et une ductilité qui pourrait être trop basse. Le redressage présente aussi un risque pour l'adhérence, parce que lors du passage dans tous les galets, les nervures sont un peu aplaties et donc l'adhérence peut devenir insuffisante. Et puis finalement, on peut aussi avoir simplement une forme qui serait pas correcte de la cage d'armature. Ici sur le slide, on voit le résultat d'un essai de traction sur une armature, donc aussi bien une armature avec un redressage conforme qu'un redressage non conforme. Donc, sur la gauche, on voit la figure avec un redressage conforme, donc sur la barre, l'axe horizontal, en fait, on voit l'allongement de l'acier, et sur l'axe vertical, on voit la force qui est exercée par le banc de traction sur l'acier. Et donc on voit que l'acier peut bien avoir tout son allongement avant de casser. Tandis que sur la figure de droite, en fait on retrouve le même diamètre, la même machine, mais donc un problème qu'il y a eu avec les paramètres de la machine. Et on peut constater qu'il y a une rupture cassante en fait, et que donc tout l'allongement de la barre ne peut pas se faire. Dernière étape avant la livraison sur chantier, c'est l'étape du distributeur. Donc, l'étape du distributeur qui est capitale, en fait, parce que c'est le distributeur qui garde la traçabilité et qui peut faire en sorte qu'il n'y a bien que de l'acier qui vient sur chantier avec qui a eu un contrôle qualité approfondi. Donc on retrouve deux types de distributeurs. On a des distributeurs avec un stock physique, donc ce qu'on voit sur la figure de droite, et on a des distributeurs plutôt type trader, donc qui n'ont pas de stock physique. Donc les risques en effet donc, sont livraison de lot sans qu'il y ait eu un contrôle de qualité, et aussi des mélanges de différents lots. Finalement, tout aboutit sur le chantier de construction où on a les aciers qui sont, je dirais, prêts à l'emploi pour être utilisés sur le chantier. Toutes les étapes amènent donc vers ce point final, et chaque intervenant dans toute cette chaîne participe au fait de livrer un acier qui est conforme sur chantier. Ici dans le tableau, vous voyez encore les différentes étapes de production, et on a repris les différents paramètres qui étaient critiques. Donc, je résume, donc les trois premières colonnes concernent plutôt les caractéristiques mécaniques. Et donc avec cette ductilité où on démarre avec une valeur d'allongement qui est relativement haute près de la série, mais qui à chaque étape, à chaque opération mécanique va en fait devenir de plus en plus faible, mais qui doit donc néanmoins encore être conforme sur chantier. Il y a l'aspect de l'adhérence et le fait de réaliser les nervures sur l'acier, donc principalement au niveau du tréfilage, mais aussi les autres étapes en fait ont une influence sur cette adhérence. Et puis il y a la soudabilité, donc avec la composition chimique qui est régulée par l'acierie et qui peut donc ajuster la teneur en carbone pour arriver à avoir un acier qui est soudable. Et il y a aussi la forme de l'acier, donc où c'est le façonneur qui a la main mise dessus. Toutes ces exigences en fait sont décrites dans un ensemble assez élaboré de réglementation. Donc on fait la distinction entre les PTV et les TRA. Donc les PTV comportent les exigences pour les produits. Donc le PT dans l'abréviation est pour prescription technique, et TV, Technische Voorschriften en néerlandais. Et le TRA, donc on a le TR pour Toepassingsreglement et RA pour règlement d'application.
Donc, PTV, les exigences. TRA donne ou décrit toutes les modalités pour faire le contrôle des différents intervenants. Donc, quels audits est-ce qu'on va effectuer, à quelle fréquence, le fait d'assister à des essais sur place, quel contrôle le producteur doit faire lui-même, quels échantillonnages doivent être réalisés par les inspecteurs. Donc le principe de la certification Benor est aussi organisé en fonction de toute cette chaîne de production. Donc on a vu que toute la production d'acier se fait par différents intervenants qui doivent tous collaborer pour avoir finalement un produit fini qui est conforme. Donc le contrôle de qualité doit aussi être réalisé à chaque étape de la production et la certification doit aussi vérifier ce contrôle de qualité à chaque étape pour pouvoir donner la garantie d'avoir un produit conforme finalement sur chantier. Si une entreprise réussit donc tous les tests et tous les audits, elle reçoit un certificat Benor donc qui est confirmé publiquement en le publiant sur le site web. Donc on a deux sites web sur lesquels vous pouvez trouver cette information. Donc d'une part, il y a l'extranet de Procertus et d'autre part, il y a le site Quality to Build. Donc le certificat en fait confirme que tout ce contrôle qualité a bien eu lieu et que tout ce contrôle de qualité a bien été vérifié dans le cadre de la marque Benor. C'est normal en fait maintenant qu'on veut on veut avoir la garantie qu'il y a eu les contrôles externes à chaque étape. Et comment en fait on peut s'assurer que la chaîne reste fermée. L'élément principal dans ça, c'est le bon de livraison. Aussi bien le bon de livraison entre l'aciérie, la tréfilerie et le façonnage, ou en fait le distributeur, ou entre le façonnage, le distributeur et le chantier, ou directement entre distributeur et chantier. Donc chaque déteneur de Benor ne peut apposer la marque Benor sur ce bon uniquement. Donc c'est seulement celui qui détient la certification Benor qui peut appliquer la marque Benor. Il le met quand son client lui-même est déteneur d'un certificat Benor ou son client est un chantier ou un fabricant de béton préfab. Comment est-ce qu'on peut maintenant voir que si en fait le déteneur de la marque Benor ou sur le bon de livraison de la marque Benor, en fait on voit le logo Benor qui doit figurer en fait sur le bon de livraison. Le X en fait c'est le numéro distinctif du distributeur de produits de Benor. Si on clique en fait sur un des deux liens, on vient directement sur le site de Procertus. Et donc, et là, en fait, on peut voir directement les différentes. Donc, on vient directement sur cette page-ci du site web. On va rechercher dans le type de certificat. Donc, dans notre cas, c'est le Benor. Et puis, on peut aller regarder dans le domaine. Là, on voit en fait tous les intervenants dans les aciers en fait qui ont un certificat Benor. Si on va en fait vers les façonniers, on va directement, si on clique sur la recherche, toutes les façonneurs qui ont une certification Benor. Si on va plus loin, si on veut aller voir le certificat lui-même, on sait voir en fait dans quel domaine en fait ils sont certifiés. Donc aussi bien on va prendre celui-ci. Donc aussi bien le plier, le couper, le dresser et l'assemblage des cages ou des armatures. Il y a certains pièges, surtout un piège en particulier en fait où on peut avoir l'idée que l'acier est couvert par la certification, mais où ce n'est pas le cas. C'est la situation où on a une étiquette avec la marque Benor sur le produit, mais où il n'y a pas de bon de livraison avec la marque Benor du fournisseur direct. Donc ça veut dire que toute cette chaîne en fait de contrôle qualité avec
un contrôle qui est aussi externe dans le cadre de la marque Benor a été interrompu parce qu'il y a un bon de livraison en fait qui manque. Donc il y a une partie de la chaîne de production qui n'a pas été contrôlée et donc on ne peut pas garantir la qualité du produit final. Si vous constatez qu'il y a des affirmations d'intervenants qui affirment donc avoir de l'acier Benor à vendre, mais qui ne disposent pas eux-mêmes d'un certificat Benor, donc vous pouvez contacter soit la SBL Benor sur l'adresse mail info@benor.be, soit Procertus sur info@procertus.be. En conclusion, donc, il est important de prendre en compte que la certification Benor de l'acier à béton est en fait une chaîne de production et que l'acier d'armature doit être vérifié à chaque étape du processus et que l'unique garantie qu'on a, ou l'unique vérification qu'on peut avoir pour constater que si cette vérification est bien effectuée, c'est le bon Benor sur lequel se trouve le logo Benor. Donc c'est un bon de livraison Benor qui doit provenir de votre fournisseur direct. Là, je pense que nous avons fait le tour de cette présentation. Si vous avez encore des questions, vous pouvez contacter soit moi-même à l'adresse de Procertus, soit Dirk Stevens sur l'adresse de Cobesta. Merci pour votre attention. Merci.